Bien, bonjour dans ce tutoriel sur le logiciel Robot Structural Analysis de calcul de structure, donc de Autodesk. J'utilise la version 2019 pour ce tutoriel. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment utiliser la fonction nœud compatible de robot pour indiquer à robot que un nœud partagé par plusieurs barres est compatible à des degrés de liberté compatibles entre ces différentes barres. Comment indiquer en fait à robot qu'une barre peut bouger par rapport à une autre en un nœud donné. Donc pour ça, on va utiliser ce sujet d'exercice, superposition de poutres, où on regarde une structure très simple qui est un croisement de poutres en fait. On a une poutre 1-2 encastrée au point 1 à laquelle on applique une force F de 10 kN au point 2 et une poutre 4-5 donc en travers de cette poutre 1-2 et ces deux poutres sont liées à mi-travée au nœud 3. Alors les poutres qu'on considère c'est des poutres en acier IPE 80 S235 et on considère donc un encastrement au nœud 1, un appui simple au nœud 5 et un appui simple au nœud 4. Et les poutres font 4 mètres de longueur chacune, donc le nœud 3, situé à mi-travée, se situe à 2 mètres à chaque fois des extrémités des poutres. Et donc ce qu'on va faire dans Robot, c'est qu'on va modéliser cette structure et on va considérer deux cas. On va considérer le cas où on a un vrai croisement de poutres, c'est-à-dire que les poutres seront liées entre elles au nœud 3 et lorsque j'appliquerai un effort ici vertical de 10 kN vers le bas au nœud 2, la poutre 1-2 fléchira et sa flexion sera limitée de par le fait qu'elle mobilisera la rigidité en flexion de la poutre 4-5. Et on va regarder un second cas où la poutre 4-5 sera simplement posée sur la poutre 1-2, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de liaison entre les poutres au nœud 3. Dans ce cas, la force appliquée au nœud 2 engendrera uniquement la flexion de la poutre 1-2 seule, et cette flexion sera plus importante puisqu'elle ne sera pas ici limitée par la liaison avec la poutre 4-5. Donc, on va passer directement sur Robot pour modéliser cette structure. Alors, hop, je vais ouvrir un nouveau projet Robot. Donc, je rappelle que là, j'utilise Robot 2019 pour ce tuto. Et ce projet, ce sera du coup un projet ici en portique 3D puisque le croisement de poutres est en 3 dimensions ici. Je commence, comme à chaque fois, par définir ici les axes, les lignes de construction de ma structure pour faciliter le placement des nœuds et des barres. Et donc on a vu que le nœud 3, le croisement de poutres se situe à mi-travée à 2 mètres, que chaque poutre fait 4 mètres. Donc je vais créer un quadrillage où on va espacer les lignes de construction de 2 mètres à chaque fois. Je vais créer deux lignes de construction suivant X espacées de 2 mètres et deux lignes de construction suivant Y espacées de 2 mètres. Je clique sur Ajouter. Je n'ai pas où j'étais, suivant X, j'ajoute. J'ai créé ici mes lignes de construction, j'applique. Et pour les voir, il faut un peu décaler ici le cube de visualisation. Hop. Et si je zoome, je retrouve ici mes lignes de construction. Alors, je vais passer du coup à la deuxième étape qui est la création des nœuds. Ici, je vais créer le nœud 1 ici en affichant les numéros des nœuds dans la fenêtre ici de construction. Donc en cliquant sur cette icône numéro des nœuds, j'ai créé le nœud 1, je crée le nœud 2, le nœud 3, le nœud 4 et le nœud 5. Maintenant que j'ai créé les nœuds, je peux créer les poutres.
Donc en cliquant ici sur l'icône barre. Et ici, on a dit que les poutres, c'est des IPE 80. Donc je vais regarder dans section si j'ai IPE 80. Si j'ai pas IPE 80, je peux cliquer ici sur les trois petits points pour ouvrir la fenêtre des sections et venir sélectionner ici dans la famille des IPE, dans la base de profil Europe, hein, la section IPE 80 et venir l'ajouter ici à ma liste de choix. Donc je choisis pour les barres IPE 80. Eh bien, je clique ici entre les nœuds 1 et 3 pour créer une première barre, entre les nœuds 3 et 2 pour créer une deuxième barre, et ces deux barres forment la poutre 1, 2. Ensuite, je vais cliquer entre les points 4 et 3 pour créer une barre, et entre les points 3 et 5 pour créer une deuxième barre, et ces deux barres forment la poutre 4, 5. Ici, Robot, il va considérer que toutes les barres sont encastrées l'une à l'autre au nœud 3 par défaut. On vérifiera ça tout à l'heure avec l'application de la force au nœud 2. Avant ça, on va finaliser la modélisation de la structure en ajoutant les appuis. Ici, on va venir ajouter un encastrement au nœud 1. Je sélectionne encastrement puisque j'ai déjà ce type d'appui dans ma fenêtre. Si vous n'avez pas l'appui encastrement, vous pouvez le créer en cliquant sur définir un nouvel appui. Ici, vous pouvez l'appeler encastrement et vous vérifiez bien que, comme un encastrement, eh bien, on bloque les directions en translation UX, UY, UZ et les rotations suivant X, Y, Z. Pour vous aider à visualiser, vous avez ici le symbole qui se met à jour dès que on sélectionne ou pas des directions bloquées. J'ajoute, ici je l'ai appelé encastrement, donc j'ai déjà un encastrement dans ma liste d'appuis, donc il me dit qu'un appui du même nom existe déjà. Je le modifie et j'ai l'appui encastrement ici, que je viens appliquer au nœud 1. Donc Robot modélise ça par un cube en 3D. Ensuite, on a dit qu'on avait des appuis simples au nœud 4 et 5. Alors ici, pareil, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le créer. Dans tous les cas, vous devez ici, simplement bloquer la rotation suivant Z. La translation suivant Z pour l'appui simple, ici au nœud 4 et 5. Donc, bloquer UZ. Je sélectionne l'appui simple et je viens ici cliquer sur les nœuds 4 et 5 pour indiquer à Robot que, on a un appui simple à ces deux nœuds. Voilà ma structure, mon croisement de poutres est complètement modélisé. Et il ne me reste plus qu'à modéliser le chargement. Donc ici, je vais dans l'onglet, le menu ici, chargement de Robot. Et je crée une charge d'exploitation. Ici, un cas de charge d'exploitation. Et dans ce cas de charge d'exploitation numéro 1, ici, Robot il m'a mis un poids propre d'office. Moi, je vais mettre du coup une force nodale au nœud numéro 2 de moins 10 kN suivant Fz. Donc je vais dans la colonne ici Fz et j'écris moins 10. Je vérifie bien qu'ici je suis bien en kN en bas de l'écran à droite. Moins 10. Voilà. Donc si je veux m'assurer que graphiquement, visuellement, que ma force est correctement paramétrée, je peux cliquer ici sur description des valeurs de la charge et je trouve Fz égale moins 10 dans l'unité de Robot, moins 10 kN. Bien. Donc là, j'ai correctement modélisé mon problème et
Donc j'ai ma structure, mes appuis, mon chargement. Je peux venir calculer ici, faire un calcul de structure pour disposer des efforts internes et de la déforme. Donc je vais dans Résultats pour consulter justement mes courbes d'efforts internes. Donc ici, j'affiche le symbole de la charge. J'ai cette charge de moins 10 kN qui s'applique au point 2. Si j'ai bien un encastrement au nœud 3, entre les poutres 1, 2 et les poutres 4, 5, eh bien, on peut considérer que au nœud 3, j'ai un appui élastique, que ma poutre 1, 2 est appuyée avec un appui élastique au nœud 3, dont les raideurs, eh bien, sera la raideur à mi-travée en flexion de la poutre 4, 5. Ce qui signifie que ma courbe de moment aura une pente discontinue au niveau du nœud 3 du fait de cet appui élastique. Et cela signifie aussi que un effort sera transmis au nœud 3 de la poutre 1, 2 vers la poutre 4, 5, et donc que l'application de cette charge au nœud 2 résultera en un moment dans la poutre 4, 5, en fait, résultera une charge ponctuelle appliquée au nœud 3 sur la poutre 4, 5, qui elle-même résultera en un moment du coup une courbe de moment de forme triangulaire ici sur la poutre 4, 5. Donc ça, c'est le comportement attendu si on a bien un encastrement en nœud 3, et on va vérifier ça tout de suite en cochant ici moment MY. Donc l'axe Y ici, c'est l'axe de flexion dans les repères locaux des barres. Je clique sur Normaliser pour afficher mes courbes de moment, et je vois effectivement que je retrouve bien ici une courbe de moment triangulaire, ici en deux parties, entre les poutres 4, sur la poutre 4, 5, avec un maximum en 3, et je retrouve bien ici une discontinuité de moment, ici sur la poutre 1, 2. Donc j'ai a priori bien un encastrement. Donc vous pouvez également vérifier, si ça vous amuse, l'effort tranchant et la discontinuité attendue en effort tranchant au nœud 3, en cliquant ici sur force FZ. On retrouve bien ici un diagramme rectangulaire en deux parties. Et puis, on peut venir regarder, tracer la déformée de ce système, de ce croisement de poutres ici. Et donc, pour mieux comprendre ce qui se passe, on peut afficher ici les valeurs de déformée. Donc dans diagramme, dans l'onglet paramètres, qui est également accessible ici sur le côté dans paramètres, vous pouvez cliquer sur description, extrêmes locaux appliqués, et on a ici les valeurs de déformation au nœud 2 et au nœud 3. On voit qu'au nœud 2 on a 60,7 ici centimètres, en déformé suivant UZ, et puis au nœud 3 une déformée de 13,2 cm qui est identique ici, ce que l'on constate, entre la poutre 1, 2 et la poutre 4, 5. Donc nos deux poutres sont bien encastrées. On a le premier fonctionnement en termes de structure qu'on souhaitait obtenir. Bien. Donc maintenant, on va essayer de obtenir un deuxième mode de fonctionnement, que je vous rappelle. Je vais remettre le sujet. Hop. Le deuxième mode de fonctionnement qu'on souhaite étudier, c'est de modéliser cette structure en considérant la poutre 4, 5 ici comme simplement posée sur la poutre 1, 2. C'est-à-dire que ce nœud 3 n'est plus un encastrement entre les deux poutres, et que les poutres en fait, ne sont pas liées entre elles au nœud 3. Si la poutre 4, 5 est simplement posée sur la poutre 1, 2, en appliquant la force F ici, je m'attends à avoir simplement une flexion de la poutre 1, 2 et aucune déformée sur la poutre 4, 5 et aucun effort interne dans la poutre 4, 5.
Donc on va essayer avec Robot de modéliser ce type de système. Et c'est là que on va apprendre à utiliser la fonction nœud compatible dans Robot. Alors, pour comparer les deux structures entre elles, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette structure ici. Donc je sélectionne toute la structure, édition, copier, édition, coller. Et là, je vais rentrer ici mon point d'insertion. Je vais le décaler en X. Ici, l'axe X est dans cette direction. Je vais le décaler de 5 mètres, hein, puisque la poutre 1,2 fait 4 mètres. Hop. OK. Voilà, là, il m'a copié ma structure. Hein. Et donc, si je fais à nouveau calculer, il me dit structure disjointe, puisque là, j'ai deux structures qui ne sont pas jointes. Je continue. Donc, j'ai l'avertissement ici, structure disjointe. Hein. Et je trouve ici eh bien, exactement les mêmes déplacements et les mêmes déformés entre les deux structures. J'ai bien copié, collé ma structure ainsi que les efforts appliqués à celle-ci. Donc là, pour continuer, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enlever le tracé des courbes pour y voir plus clair. Et donc, on va venir dire à un robot, donc je vais travailler sur cette structure-ci, là, et je vais dire à un robot que je veux que ma poutre 4,5 soit simplement posée sur la poutre 1,2. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais lui dire que ici, au nœud 3, j'ai aucun degré de liberté identique, aucun mouvement identique entre mes poutres 1,2 et 4,5, c'est-à-dire que j'ai le degré de liberté en mouvement de la poutre 1,2 par rapport à la poutre 4,5 est complet. Hein, c'est ça qu'on va dire concrètement au robot. On va lui dire que le degré de liberté au nœud 3 entre les poutres 1,2 et 4,5, eh bien, il est total. J'ai une liberté de mouvement entre les deux poutres suivant UX, UY, UZ et suivant RX, RY et RZ. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'outil compatibilité dans structure ici, caractéristiques additionnelles, nœud compatible. Donc ici, il y a déjà une compatibilité qui existe où on dit que à un nœud, eh bien, on a une liberté de rotation suivant X, Y et Z et qu'on impose ici un mouvement identique suivant UX, UY, UZ à un nœud qui relie deux poutres entre elles. D'accord? Donc nous, on ne va pas utiliser ça. Nous, ce qu'on veut, c'est une liberté totale de mouvement entre les deux poutres. Donc, je vais créer ici un nouveau type de compatibilité. Je vais l'appeler libre, ici, et je vais dire que je bloque aucune direction entre mes deux éléments à un nœud donné. Hein, c'est-à-dire que j'ai une totale liberté de mouvement entre mes deux éléments. Alors j'ajoute cette compatibilité ici. Elle est désormais disponible dans la liste. Et cette compatibilité, je vais l'appliquer au nœud 3. Alors, ici, avec ma souris, je sélectionne le nœud 3. Robot me dit que cette action va modifier la base de données. Donc, je dis oui. Et Robot me crée un nouveau nœud ici, au niveau du nœud 3. Et ce nœud s'appelle 11. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait là? On a créé un nœud 11 au niveau du nœud 3 qu'on appelle nœud compatible. D'accord? Et
on va en fait indiquer à robot que entre ces deux nœuds 3 et 11 qui sont situés ici géométriquement au même endroit, on a une compatibilité de mouvement libre, c'est-à-dire que en fait, eh bien, entre ces deux nœuds peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre suivant UX, UY, UZ, RX, RY, RZ. Et donc, on va dire en robot que ce nœud compatible 11, eh bien, il appartient ici, par exemple, aux barres ici 3 et 4. Hein, je vais afficher le numéro des barres. Voilà. On va dire à un robot que le nœud compatible appartient aux barres 3 et 4, c'est-à-dire à la poutre 4, 5, et de lui-même, il conservera que le nœud 3 eh bien, appartient aux poutres 1, 2, ici. Donc c'est parti, nœud compatible 11, 3, 4. Je sélectionne 3, 4 pour dire que ce nœud appartient aux barres 3, 4. J'applique. Donc là, il ne se passe rien visuellement. Hein. Il faut recalculer la structure. Avant ça, on va aller ici dans le menu démarrage pour regarder ici le gestionnaire d'objets et regarder ce qui se dit sur ces nœuds 3 et 11 qui sont hein, au même endroit, au croisement des poutres. Et donc on voit que le nœud 3, hein, ici dans ses caractéristiques générales, on voit que les barres aboutissantes du nœud 3, eh bien c'est les barres 1, 2. C'est-à-dire que le nœud 3 est considéré comme appartenant uniquement aux barres 1 et 2, tandis que le nœud 11 qu'on vient de créer, eh bien, les barres aboutissantes ici sont les barres 3 et 4. Donc on considère que le nœud 11 appartient bien à la poutre 4, 5. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi une compatibilité qu'on a appelée libre, où on a dit que les degrés de liberté entre ces deux nœuds étaient complets, hein, c'est-à-dire qu'on a une liberté totale de mouvement entre ces deux nœuds. Donc, on va pouvoir du coup venir recalculer ces deux structures. Alors, il nous dit qu'on a des structures disjointes. Voulez-vous continuer? Oui. Et là, il nous dit qu'on a une instabilité au nœud 5 vers UY, une instabilité au nœud 5 vers RY et une instabilité au nœud 5 vers UX. Voilà, alors pourquoi hein? Parce que maintenant, nos deux barres 1, 2 et nos deux poutres 1, 2 et 4, 5 sont disjointes, hein, elles sont plus jointes au croisement, ce qui fait que eh bien, un robot considère la poutre 1, 2 ici seule comme un élément seul. Donc ici on a un encastrement au bout, donc on est bien isostatique, et il considère la poutre 4, 5 comme un élément seul. Et là, bah, cette poutre, elle peut en fait se balader dans l'espace puisqu'on n'a pas bloqué pour cette poutre de mouvement suivant en translation en fait. Donc on va corriger ça avant de regarder les résultats et on va mettre à jour nos appuis. Donc on va venir ici mettre donc une rotule au nœud 4 ici. Hein. Et puis ici au nœud 5, on va venir bloquer la rotation suivant Z et venir bloquer la rotation suivant Y. Donc on va créer un nouvel appui simple. On va bloquer RY et RZ. Donc direction bloquée ici, RY, RZ. J'ai créé cet appui ici et je viens l'appliquer au nœud 5. Je peux recalculer ma structure. Donc j'ai toujours des structures disjointes, mais j'ai plus d'erreurs qui apparaissent. Donc ma structure est bien modélisée et je peux maintenant venir regarder les résultats pour venir constater si effectivement eh bien, j'ai bien ici indiqué correctement à robot
que ma poutre 4,5 était simplement posée sur la poutre 1,2, c'est-à-dire que le mouvement de la poutre 1,2 dû à la force F ici, eh bien, donc qui s'applique au point 2, que ce mouvement, eh bien, il n'est pas empêché par la poutre 3,4, hein, et que du coup la poutre 1,2 va se déformer seule sans impacter la déformée de la poutre 4,5. Donc on peut passer directement ici au résultat. Donc on a les efforts, hein, qui apparaissent. Et on va regarder déjà les moments, hein. Donc dans la structure ici à droite, on va conserver la même courbe, hein, elle n'a pas changé. Et dans la structure à gauche, eh bien, on ne doit avoir aucun moment dans la poutre 4,5. Et puis un moment typique d'une poutre console avec appui au bout sur la poutre 1,2, hein, c'est-à-dire un triangle. Donc on va regarder ça. Moment MY, normalisé. Et voilà ce qu'on trouve. On a conservé les courbes de moment sur la structure à droite et on a effectivement bien un triangle typique d'une poutre console soumis à un effort ponctuel à l'extrémité sur la structure à gauche. Et aucun moment dans la poutre 4,5. Alors en termes d'effort tranchant, du coup, hein, eh bien, on a un effort tranchant cette fois constant dans la poutre 1,2 qui était égal en norme à la valeur de l'effort ici appliqué au point 2, tandis qu'aucun effort n'est transmis à la poutre 4,5. Et du coup, en termes de déformé, eh bien, si on normalise ici, on trouve que, contrairement au premier cas ici, où la poutre 1,2 se déformait et également la poutre 9,10 se déformait, hein, du fait de l'encastrement entre les deux poutres, et bien ici, dans le deuxième cas, seule la poutre 1,2 se déforme et la poutre 3,4 reste non déformée, hein, puisque elle ne voit aucun effort. Donc, eh bien, on peut se rendre compte que, fatalement, le déplacement dans le premier cas est bien plus faible que le déplacement au nœud 2 dans le second cas, hein. Les déplacements à la fois au nœud 2 et au nœud 3. Et dans le second cas, en fait, ce déplacement est quasiment plus de 2 fois plus important que dans le premier cas. Il y a donc un réel intérêt, hein, à venir dans les croisements de poutres, eh bien, encastrer les poutres entre elles, trouver en fait des moyens de lier les poutres entre elles pour venir, eh bien, mobiliser toute la raideur disponible de part et d'autre des nœuds pour limiter les déplacements au sein de la structure. Donc, on arrive à la fin de ce tutoriel, hein, dont je vous rappelle, eh bien, l'objectif était de comprendre comment utiliser ici l'outil qu'on trouve dans structure caractéristique additionnelle qui s'appelle nœud compatible. Comment utiliser cet outil pour indiquer à robot que deux nœuds, eh bien, sont libres entre eux et quelles sont les implications de l'utilisation de cet outil, hein, dans le comportement des structures. Merci pour votre écoute et on se retrouve pour un nouveau tutoriel.